Non, je partage le constat qu'on est entre écologie et barbarie, mais encore faut-il qualifier ce qu'on appelle écologie et ce qu'on appelle barbarie. Je pense que c'est ça la question et qu'on ne peut pas se contenter de slogans. Quand on évoque la barbarie, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'elle représente, et quand on évoque l'écologie, on a aussi envie de comprendre ce qu'elle peut représenter positivement. Donc qu'est-ce que serait la barbarie? Je commencerai par là, parce que je pense que c'est important. Pour moi, la barbarie, c'est d'abord à la fois la violence et un régime qui est l'inverse de la démocratie, c'est-à-dire la violence faite aux plus faibles, et la barbarie peut avoir un visage, peut être dissimulée. Je crois que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que la violence, elle peut faire partie de la violence sociale, elle peut faire partie de la violence financière, mais c'est la violence faite aux plus faibles. Et c'est le refus, au fond, de prendre en considération les valeurs qui sont d'humanité, qui sont les nôtres, c'est-à-dire le fait de légitimer que le plus fort gagne toujours, et y compris par toutes les méthodes. L'écologie, alors je pourrais développer, hein, mais je pense qu'il est important d'expliquer en quoi l'écologie peut être le contraire et le, comment dirais-je, la solution qui nous a offerte face à la barbarie, sachant qu'on est dans un monde où sans doute la barbarie est en train de croître. On peut aussi dire ce genre de choses. On le voit par rapport à la question des démocratures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement un régime démocratique dans le monde tel que nous sommes ? Moi, je suis française, c'est clair que le régime français est démocratique, mais c'est clair aussi qu'il y a une demande d'autorité face à certains phénomènes et qu'il y a une montée des extrêmes, de l'extrême droite, qui est quelque chose qui doit nous préoccuper. Quand on entend Matteo Salvini ressusciter les formules de Benito Mussolini, je pense que c'est quelque chose qui ressuscite des faits qu'on pensait être derrière nous définitivement. Donc il y a cette espèce de sentiment que l'histoire, dans ses pires manifestations, peut ressusciter. Donc c'est aussi ça, lutter contre la barbarie. Et puis, donc l'écologie par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'on doit reparler de la non-violence. C'est-à-dire que dans la culture des écologistes, la question de la non-violence comme moyen d'action politique a toujours été mise en avant. Et la non-violence, c'est pas seulement, c'est pas du tout la passivité, c'est au contraire une manière de lutter en utilisant la non-violence pour obliger quelque part ceux qui sont les adversaires, les ennemis, à dévoiler leur violence. Je crois que c'est un premier point. La deuxième chose qui me semble essentielle dans l'écologie, c'est évidemment le fait de réhabiter le territoire, de réhabiter en coexistence avec la nature et de redonner, de donner à la nature la place qu'elle a perdue dans notre civilisation. Et troisième élément qui me semble essentiel dans cette transformation écologique dont on parle tant, c'est la question de la justice. C'est-à-dire que, et c'est la justice pas seulement pour les êtres humains, c'est aussi la justice pour l'ensemble des êtres, comme le dit Bruno Latour, les êtres non humains, à nos côtés aussi. Donc ça, c'est trois éléments essentiels. Et sans doute de ressusciter cette aspiration démocratique. Moi, je ne crois pas du tout que l'écologie coïncide avec la technocratie ou que c'est parce qu'il y a une urgence écologique qu'on peut se passer de démocratie. Je crois qu'au contraire, se passer de démocratie, c'est sans doute ressusciter la barbarie. Non, c'est pas seulement de l'institutionnel, bien sûr. Alors je pense que, évidemment, l'écologie suscite l'envie de l'expertise et de la technocratie. Ça, il faut l'assumer. Et il ne faut pas dire d'emblée qu'un technocrate de l'écologie est un Khmer vert. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'on peut être technocrate et aspirer à la démocratie. La seule chose, c'est d'être capable, au fond, de transcrire ce qu'on comprend de l'urgence écologique dans un langage compréhensible par tous et de savoir que la décision n'appartient pas à une personne, mais doit être partagée par une majorité. Ensuite, ce qui me semble essentiel, c'est que l'écologie est complexité. Complexité comme la biologie, comme le vivant. Nous sommes nous-mêmes des êtres complexes, nous ne sommes pas univoques, et quelque part l'écologie relie enfin, comment dirais-je, la complexité et la démocratie, alors même qu'on a été habitué à croire en des faux choix noirs et blancs, ce qui est le propre des populistes, hein, de nous dire c'est soit la protection nationale, soit le chaos. En fait, l'écologie, elle croit en l'aspiration démocratique, elle croit en la capacité de chacun d'entre nous à comprendre qu'une décision peut être complexe, mais que c'est celle-là qui garantira une trajectoire de justice.
Donc je crois que c'est un point essentiel et que croire dans la capacité démocratique, c'est croire dans la capacité de chacun d'entre nous à comprendre la complexité. On dit qu'il faut une éducation à l'écologie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas certainement il faut changer la manière dont nous concevons la hiérarchie des priorités, obliger à élargir l'horizon. Donc évidemment l'écologie nous oblige à transformer la manière dont nous voyons le monde. Sur la question technocratique, sur la question des langages, moi je viens d'un univers technocratique. J'ai commencé ma carrière comme administrateur au ministère de l'économie et des finances. On n'imagine pas plus technocratique. Mais je vois bien qu'aujourd'hui tout change dans la capacité d'abord à reconnaître l'expertise citoyenne, c'est-à-dire que quelque part, même en France où on a cette espèce d'idée de l'expertise qui vient d'en haut, l'écologie nous oblige à reconsidérer ce qui est raisonnable. Parce qu'à partir du moment où on intègre la nature dans le raisonnable, on s'aperçoit que le raisonnable n'est pas strictement humain et que notre conception du progrès change. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on interroge la question de la croissance brutalement, alors même qu'on n'imaginait pas, il y a encore 2 semaines, de voir comment la croissance pouvait être mise en cause aussi rapidement. Et là, ce n'est pas à partir du raisonnement de quelques financiers ou de quelques cyniques, c'est parce que d'une certaine manière, notre relation avec l'animal, notre relation entre santé, avec la santé et l'environnement, s'invite dans notre débat politique et dans nos fonctionnements économiques. Donc on doit accepter de revoir ce qu'on concevait comme de l'expertise technique, comme une conception du progrès, comme l'idée que la croissance serait toujours là. Et au fond, l'écologie est là pour nous expliquer que nos catégories habituelles de raisonnement doivent évoluer pour intégrer davantage la mondialisation, mais pas forcément une mondialisation financière, la relation à la différence des civilisations. Je crois qu'on s'aperçoit à travers, par exemple, le coronavirus, que les Chinois ne sont pas seulement l'usine du monde, qu'ils ont aussi des habitudes culturelles, des manières de faire qu'on n'imaginait plus. Donc il y a quelque chose dans l'écologie qui, au fond, nous aide à comprendre l'imprévu. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Oui, en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, le succès de la collapsologie, du catastrophisme éclairé ou pas, est quelque chose qui a à voir avec la montée en puissance de la prise de conscience écologique. Il y a un bon usage sans doute à faire de la collapsologie, ça a été rappelé par Pablo Servigne ou Dominique Bourg, qui est au fond de prendre conscience que si nous ne changeons pas, les choses ne peuvent aller qu'en empirant et sans doute pour les plus faibles. Ça ne signifie pas que le pire est sûr. Et au contraire, dans la lucidité du catastrophisme éclairé, il y a une incitation à agir. Simplement, c'est vrai qu'on dit parfois en riant que quand on met quelques écologistes dans une salle, ce qui va en sortir, c'est toute une série d'interdictions. Interdiction de prendre l'avion, interdiction de prendre la voiture, interdiction de manger de la viande, interdiction de s'habiller à la mode. Donc tout ça, effectivement, il faut voir que ce ne sont pas des interdictions, ce sont juste des manières de retrouver d'autres libertés. Et au fond, de reprendre conscience des libertés que nous avons perdues, parce que d'une certaine manière nous sommes conditionnés, allons-y pour dire que nous sommes quand même conditionnés par la mode, que nous sommes conditionnés par le fait de penser que manger à sa faim, c'est manger de la viande une fois par jour, que nous sommes conditionnés à ne pas regarder le fait que d'autres ne mangent pas à leur faim. Donc c'est retrouver au fond, dévoiler des choses que nous avons pris l'habitude d'oublier, et quelque part parce que nous sommes nous-mêmes robotisés par la consommation, la dépense, etc. Donc c'est revoir nos valeurs et retrouver la liberté. Prendre moins sa voiture, c'est tout simplement se réapproprier l'espace public dans la ville, reprendre l'envie, je ne sais pas, de ne plus se dire « mais mon Dieu, si je traverse hors du passage clouté, je vais me faire écraser ». Il y a quelque chose sur le retour de ces libertés perdues. Vous savez, dans les années... Moi, je discutais longuement avec un ami algérien qui a fait ses études d'architecture à Paris dans les années 60 et qui me disait c'est le moment où on a décidé complètement de donner la ville à la voiture. C'est-à-dire qu'on a complètement réorganisé la ville pour la donner à la voiture. Autant je conçois qu'on puisse prendre sa voiture pour certains déplacements, autant donner la ville à la voiture, c'est quelque chose qu'il faut complètement revoir. Donc là, retrouver ces libertés qui, parce qu'elles sont peut-être pas de notre génération ou qui sont de la génération d'avant, ont été perdues, c'est aussi ça l'écologie. Et c'est du coup retrouver, je me rappelle d'avoir mené une campagne municipale en 2014 dans ma ville, qui est une ville qui est juste la ville avant Paris,
et qui donc a été détruite en fait par le fait qu'elle a été traversée par des 4 voies, etc. Et elle est devenue la ville par laquelle on va à Paris en voiture. Et je discutais avec une dame qui m'a dit « Ah, je me rappelle… » Parce que je lui disais ben, « Il faut mettre moins de voitures, donc on va remettre par exemple une seule voie au lieu de 2. » Et elle me disait « Mais non, c'est pas possible. » Je lui dis « Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé. » Elle me dit « Ah oui, c'était comme ça. » Ben, je lui dis « Mais écoutez, il faut retrouver comment c'était. Et retrouver à ce moment-là le plaisir que vous aviez à discuter avec les personnes, à ne pas vous dire « Mais le trottoir est trop étroit, etc. » Donc au fond, les écologistes doivent retrouver le lien historique avec les libertés perdues et montrer aussi comment, en gagnant d'autres libertés, le renoncement, c'est un renoncement quelque part à un conditionnement. Le récit alors de l'écologie doit se faire sur le passé? Non, il va se faire sur le romanesque. Moi j'ai créé avec quelques amis romanciers, libraires et des étudiants un prix romanesque d'écologie sur lequel on sent monter… C'était d'ailleurs un défi, c'est-à-dire qu'on nous disait mais le nature writing ça existe aux États-Unis, dans les civilisations anglo-saxonnes ça ne peut pas exister en France parce que nous on est un pays où l'écologie c'est technique, c'est les ingénieurs. Non, pas du tout, en fait on s'est aperçu que ça existait dans le romanesque et ça existe dans la capacité à raconter des histoires extrêmement diverses et à comprendre que l'écologie c'est pas seulement justement parler de la nature, des animaux dans la nature, c'est aussi parler de la ville, c'est parler de nos contradictions, c'est-à-dire nous faire exister pour ce que nous sommes, c'est-à-dire je ne crois pas qu'on soit toujours l'écologiste 100% moral, peut-être qu'on a envie d'être ou qu'on n'a pas envie d'être d'ailleurs, mais au fond c'est montrer comment à travers notre psychologie, les choix que nous faisons pour ceux qui nous sont proches, ceux auxquels nous tenons et qui peuvent être des personnes qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde, nous sommes en fait en train de nous transformer de manière plus humaine. Donc je crois que le récit écologique, c'est pas seulement un récit philosophique ou technique, c'est un récit littéraire aussi, c'est un ensemble de récits. Il n'y a pas un grand récit écologique comme il n'y a pas d'homme providentiel de l'écologie ou de femme providentielle de l'écologie. C'est là en ce sens que l'écologie est démocratique, c'est une multiplicité de récits irrigués par de la créativité et pas en premier lieu de l'interdiction. Oh, bah, y a une méthode top-down qui est totalement à éviter, sauf peut-être lorsqu'on a du pouvoir de se dire je vais être exemplaire. Donc je pense que le sujet c'est d'arrêter de croire au chef. Et ça évidemment lorsqu'on est français c'est compliqué, on le voit à travers les… On a une culture de crise, nous on est très bon dans la crise, en santé ou quand il y a une catastrophe naturelle, on a des préfets qui arrivent et qui sont souvent très bons, on sauve les gens. Mais le sujet c'est comment est-ce qu'on peut prévenir la crise et comment est-ce qu'on peut faire aussi, par exemple quand on réfléchit à la place de l'État, je crois qu'aujourd'hui en France, la question des attentes sociales à l'égard de l'État est largement posée. Les Gilets jaunes l'ont posée l'année dernière. La pétition L'affaire du siècle, qui a été une pétition qui a eu un succès comme on n'en avait jamais vu, plus de 2 millions de signataires, je crois qu'elle a eu beaucoup de succès en France parce qu'elle disait au fond l'État doit être différent. Mais l'État, ce n'est pas une figure mythique et incarnée par une seule personne comme le président de la République ou le chef de gouvernement. L'État, c'est nous. Et donc cette question qui est posée, c'est une question de définition autour du nous. Et donc il y a des méthodes à proscrire qui sont les méthodes autoritaires, mais il y a aussi à compter sur la responsabilité collective. Au fond, l'écologie nous oblige à réarticuler l'individuel et le collectif. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute d'écologie et de projets de société, par exemple, dans le grand débat national qu'on a eu en France, on disait « vous pouvez changer votre voiture, vous pouvez changer votre chaudière ». Certes, enfin, la question c'est la responsabilité collective comme nous, écologiques. Qu'est-ce qu'on attend des institutions? Tout à l'heure, vous me posiez la question des institutions. Je crois que les institutions sont essentielles, mais qu'il ne suffit pas d'écrire un article de la Constitution pour le faire vivre. Et au fond, ce que pose la question écologique, c'est la question des institutions vivantes, des institutions qui sont en interaction avec la société, et aussi du côté des écologistes, la question de réintégrer les institutions dans notre discussion et dans notre préoccupation. Trop souvent, les écologistes ont été anti-institutions ou contre-pouvoirs d'interpellation. Comment peuvent-ils devenir contre-pouvoirs d'action? Sans doute à partir des territoires, des gouvernements locaux, mais aussi en investissant, je crois, l'espace national. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Ben, je crois qu'il y a l'état social écologique, puis il y a aussi la question du secteur économique qu'il faudra qu'on aborde. C'est-à-dire que, notamment la manière dont nous, écologistes, on a souvent fait toujours un pas de côté par rapport à l'économie, c'est un sujet important parce qu'il y a l'État et puis aujourd'hui il y a ces grands acteurs privés et tout ce secteur privé qui a aussi beaucoup de pouvoir. Alors sur l'état social écologique, je crois que la première chose c'est…
comme je viens de le dire, l'interaction avec la société, et que du coup on trouve aussi chez ceux qui sont convaincus sur l'écologie, ou ceux qui sont en phase d'être convaincus, ou ceux qui sont perplexes, cette capacité à dialoguer. Et par exemple en France, on aura en avril là, résultat de cette Convention citoyenne pour le climat, qui a été très critiquée à l'idée que peut-être ça serait juste Macron qui allait leur dire qu'est-ce qu'ils allaient penser. Et on voit bien que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les citoyens, lorsqu'on les réunit, d'abord, ils sont extrêmement soucieux d'acquérir la bonne compétence, la bonne connaissance pour pouvoir discuter. On attend les propositions, mais j'espère qu'elles seront ambitieuses et qu'elles seront notamment pas seulement sur les thématiques sur lesquelles on avait demandé aux citoyens de réfléchir, genre l'alimentation, se transporter, etc. Comme si il y avait une écologie dévolue aux citoyens qui est l'écologie du quotidien, et puis il y a l'écologie des grands soirs, l'écologie plus importante qui est dévolue à ceux qui ont du pouvoir. Non, l'écologie est un tout, et donc ça c'est une expérience très intéressante. L'idée du tirage au sort, vous savez en France on n'était pas tellement tirage au sort, contrairement à la Belgique, je crois que ça progresse. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est d'autres méthodes démocratiques. On tire au sort et on s'aperçoit que l'expertise, on l'acquiert et que chacun peut dire des choses importantes de sa position et en responsabilité. C'est une première chose sur cet état social écologique. La deuxième chose, c'est évidemment la question de la manière dont les institutions fonctionnent, c'est-à-dire pas d'institutions en majesté. Et moi, je dis toujours qu'il ne faut pas qu'il y ait des compétences régaliennes qui soient dévolues à certains et pas à d'autres. Et donc, il faut s'habituer à réexaminer. Je prends l'exemple de l'énergie. Dans les années 70, quand on décide d'installer l'énergie nucléaire, l'électricité nucléaire en France, personne ne s'est à aucun moment posé la question de demander aux Français ce qu'ils en pensaient. À l'époque, d'ailleurs, c'est là que le mouvement écologiste en France a pris beaucoup d'ampleur, et notamment sur des territoires comme Fessenheim, en Alsace, où il y avait des manifestations conjointes franco-allemandes, et les Allemands ont réussi à ne pas avoir de centrale nucléaire de l'autre côté de la frontière, mais en Alsace, il y a eu la centrale nucléaire. Ça dit aussi quelque chose du fonctionnement de l'État et de la décision publique en France, et de la décision publique en Allemagne, où les Länder, où le pouvoir fédéral permet sans doute aux citoyens d'être davantage entendus. Donc je crois qu'un État social et écologique, c'est aussi un État qui accepte qu'il y a un échelon supplémentaire dans la décentralisation et qui accepte de fonctionner différemment avec les territoires. Ça suppose aussi que notre régime présidentiel, qui est souvent descendu dans les territoires, c'est-à-dire que les présidents de région sont maintenant des espèces de mini-présidents de la République, fonctionnent différemment par rapport aux initiatives citoyennes. Donc c'est toute une culture du pouvoir qu'il faut transformer en écoutant davantage. Mais c'est aussi du côté des citoyens de se ressaisir davantage de leurs responsabilités, pas seulement de tout attendre d'un État qui descend. Ce qui est compliqué par rapport... C'est intéressant que vous citiez l'éolien parce que c'est un des principaux sujets de controverse en France et c'est une particularité française. C'est-à-dire que par exemple en Allemagne, il n'y a pas du tout de mouvement anti-éolien aussi fort qu'en France. Moi, j'avais une discussion là-dessus avec des représentants d'Enercop, qui est une coopérative qui privilégie un scénario 100% énergie renouvelable en France, qui travaille sur la base des scénarios Négawatt, qui est aussi une ONG qui a de longue date travaillé sur ces scénarios de transformation sociale pour avoir un scénario 100% renouvelable. Et en fait, ce qu'ils disent eux, c'est que par exemple sur l'implantation d'éoliens, ils discutent en amont avec les citoyens sur l'implantation, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait actuellement, où justement l'État a eu tendance en France à sous-traiter beaucoup aux entreprises privées l'implantation de l'éolien, avec l'idée qu'au fond, c'était un sujet davantage économique, commercial, entrepreneurial, qu'un sujet de démocratie. Ce qui aboutit au problème actuel, où on a de plus en plus d'associations qui se créent, de riverains qui disent « mais moi je ne veux pas d'éoliennes », à la fois pour des raisons d'ailleurs de NIMBY, comme on dit, en tout cas de vision du paysage en France, c'est-à-dire qu'on a un beau paysage et qu'on ne veut pas au fond que le paysage soit dérangé par l'implantation industrielle. Et ça aboutirait d'ailleurs à se dire on préfère quelque part le nucléaire qu'on voit moins que l'éolien. Donc ça, il faut imaginer aussi quel choix on fait implicitement en faisant ce genre de choses. Et par exemple, l'École nationale du paysage travaille aujourd'hui en France sur la question du paysage industriel, sur la question de comment est-ce qu'on revoit la conception du paysage. Mais ça, c'est aussi un élément à débattre et d'éducation. Et effectivement, vous avez raison de dire que s'il y a urgence, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, on est sur des champs où en fait, il faut revoir des conceptions qui sont ancestrales. Qu'est-ce qu'un paysage? Qu'est-ce qu'un beau paysage? Est-ce que de l'éolien dans un paysage peut être beau? C'est aussi quand on s'est mis à discuter sur les bâtiments industriels. Est-ce qu'il faut conserver les bâtiments industriels ou les détruire quand il n'y a plus d'industrie? Enfin, c'est toute une conception de l'esthétique. Et puis, il y a une deuxième chose importante, c'est
Est-ce qu'il faut mettre de l'éolien lorsque ça dérange la biodiversité, les fonds marins, etc. Donc il y a une discussion à avoir là-dessus. Et on s'aperçoit que l'articulation entre la préoccupation de biodiversité et la préoccupation de la transformation climatique, c'est une chose qui ne va pas de soi. On a commencé à réfléchir sur le réchauffement climatique, notamment avec la COP21, enfin pas seulement, mais en tout cas la COP21 était un accord universel qui parlait de réchauffement climatique, et depuis on rattrape sur la question de la biodiversité, mais il y a un moment, il faudra réarticuler ces deux préoccupations correctement, de façon à ne pas donner le sentiment qu'on privilégie l'une ou l'autre, en tout cas qu'on sacrifie la biodiversité au détriment de la question de la transformation climatique. J'insiste là-dessus aussi parce qu'il me semble que dans la prise de conscience écologique et de l'urgence écologique, la biodiversité joue un rôle fondamental. D'abord parce que le fait de s'apercevoir qu'il y a des fleurs en mois de décembre, c'est quelque chose qui a participé d'une réflexion liée à la biodiversité, que la cause animale, la disparition des espèces est quelque chose qui participe aussi de la prise de conscience d'une écologie sensible. Et donc l'articulation entre ces deux préoccupations me semble fondamentale. Vous avez raison. D'ailleurs, l'extrême droite, aujourd'hui, dit que de longue date, elle est écologiste et que la préservation fait partie de ses valeurs. Les écologistes que nous sommes doivent trouver un moyen d'intégrer la préoccupation internationale et le fait qu'ils sont internationalistes par rapport à cette émate écologique qu'il ne faut pas renier, c'est-à-dire que l'attachement au paysage que nous aimons, je me rappelle, j'avais été à la COP 24 à Katowice, et c'était très intéressant de discuter avec des volontaires polonais. L'organisation n'était pas très verte, je pense. Hein. Vraiment, il y avait le ballet des grosses berlines, etc. Et on sentait qu'ils étaient là aussi par fierté par rapport à, dans ce lieu en fait de la Pologne minière, une énorme fierté par rapport à la forêt, par rapport à ces promenades que l'on fait, etc. Et il y avait des contradictions évidentes entre l'organisation de l'événement et au fond le discours qu'on entendait parfois chez certaines personnes. Et comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces contradictions à travers, je ne sais pas si c'est une éducation, comment est-ce qu'on fait prendre conscience de la complexité? C'est aussi sans doute en réintégrant l'écologie des solutions qui viennent du Sud. Moi, je suis très attachée à ça, notamment sur la question de l'agriculture, de la relation à la nature. Je pense que montrer comment, quelque part en Afrique, en Amérique latine, en Asie, le lien avec la nature n'a pas été rompu, contrairement à nous, ce qui a pu se passer dans nos mégapoles, c'est un point essentiel. Et puis, revenir sur la question migratoire, revenir sur la richesse que représente la migration, tout ça n'est pas simple, mais, et aussi illustrer le fait que les frontières que veut installer l'extrême droite sont juste des frontières de chiffon, c'est-à-dire que de papier, c'est-à-dire qu'on voit bien, d'ailleurs à travers ce qu'on vit actuellement avec ce virus, que la frontière n'est pas efficace. Je pense que ce qui est essentiel, c'est évidemment des mécanismes de solidarité, des mécanismes de compréhension de ce qui se passe. Remettre d'ailleurs de la science dans le débat public, ça me semble être un point essentiel. Comment on réarticule la démocratie et la science de façon à ce que l'ignorance ne soit pas instrumentalisée par les populismes. Les partis verts, d'abord il y a une grande variété de positions des partis verts selon les cultures nationales. Et évidemment, aujourd'hui, on pense souvent au Parti vert en pensant Grünen, c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, ils sont porte du pouvoir en Allemagne et que Robert Habeck, notamment, enfin, évidemment, c'est une co-présidence, hein, mais en tout cas, Robert Habeck a été qualifié de nouveau Joschka Fischer. Et on se rappelle que Joschka Fischer, lorsqu'il participait au gouvernement de Schröder, lui, il était ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur un fondamental de l'écologie, enfin voilà, il n'est pas ministre de l'Environnement. Donc je trouve que ça c'est intéressant à regarder aussi parce qu'on s'aperçoit que si les Verts veulent représenter quelque chose, tout le paradoxe c'est sans doute qu'il faut qu'ils élargissent leur logiciel, enfin leur manière de regarder les choses et par exemple qu'ils expliquent en quoi consiste une diplomatie verte, un ministère de l'économie vert et que donc ils intègrent des compétences et une capacité à la fois être réaliste et utopiste qui est difficile. Donc comment est-ce qu'on fait vivre ce réalisme utopique en investissant aujourd'hui des ministères considérés comme régaliens et qui, d'une certaine façon, ceux qui ne sont pas verts disent ben, on mettra des verts en plus, on aura un supplément d'âme, etc. Mais il faut
qu'on organise, moi j'avais évoqué cette idée il y a déjà 2-3 ans, une sorte de shadow cabinet, au fond vert, où on aura un ministre de l'Intérieur vert qui nous dira comment les choses peuvent être vécues sur le plan de la sécurité, qui dira des choses sur les frontières. C'est la seule manière, quelque part, de lutter contre l'extrême droite et contre le fait qu'effectivement chacun se dira vert et au fond ne le sera pas. Mais il ne faut pas réagir par rapport à ça de manière identitaire lorsqu'on est vert en disant « écoutez, moi je l'avais dit avant vous, le Green New Deal, c'est moi qui l'ai dit le premier, etc. » Ça, c'est une erreur énorme, c'est-à-dire que dire gna 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 ou trépigner en disant « j'étais là avant vous », ça c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Au contraire, il faut dire que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui chacun se dise vert, mais investir à notre tour tous les champs sur lesquels on ne nous attend pas. Et par ailleurs, quand j'avais évoqué tout à l'heure cette question économique, réinvestir ce champ de l'économie et de l'écologie en disant des choses assez fortes sur l'investissement nécessaire, sur le fait que l'écologie, ça ne coûte pas trop cher, sur le fait que, rappelez que le rapport Stern, dès 2006, avait parlé du coût de l'inaction écologique, en l'évaluant à autour de... je ne sais plus, c'était 10% du PIB mondial, mais ça peut être 15%, ça peut être 20%. Et en sachant dire, par exemple, les questions de santé et environnement différemment, sur la prévention et non plus seulement la culture de crise. Donc ça signifie aussi du côté des partis verts de faire évoluer la sociologie, c'est-à-dire que l'activisme est essentiel, mais l'activisme n'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on fait pour, au fond, définir une diversité de modes d'action écologique qui inclut l'activisme, l'interpellation, mais qui inclut aussi la recherche des compromis, la recherche des ambassadeurs du côté des entrepreneurs. Au fond, il faut qu'on l'ensemble des mondes de la décision, nous sachions les hacker. Je pense que c'est essentiel, voilà. Et donc, nous ne sommes pas seulement environnementalistes, et en plaçant au centre de notre manière de faire la question de la justice et la question de l'internationalisme.